suivant cette fameuse loi d'expansion du gourou, dernièrement, tu as parlé un peu de trading sur ta chaîne, de comment prendre les décisions. À ce sujet-là, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est, tu parlais de l'importance dans le trading de te préengager essentiellement sur des décisions. Du fait que la décision ne doit pas être prise quand tu rentres dans une position sur le moment de si tu dois partir ou pas, mais qu'à l'avance, tu veux décider de si tu veux, de à quel prix est-ce que tu vas vendre, à quel moment est-ce que tu vas sortir une partie de tes jetons, à quel moment si ça descend trop, est-ce que ça sera trop perdu pour pas prendre les décisions dans l'émotion. Ce que je trouvais une notion intéressante et assez généralisable. Donc, je voulais juste voir, premièrement, si tu penses que tu veux réexpliquer ça un peu mieux que je viens de le faire, si tu penses que c'est nécessaire. Et ensuite, est-ce que toi, tu vois ce truc-là dans différentes parties de ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as des idées où quand tu lances une boîte, ou quand tu prends une décision, ou quand tu prends un projet, est-ce que tu te mets aussi des paramètres en te disant, je vais préférer les décisions selon l'arbre possible des possibilités qui peuvent se dérouler, de manière à pas avoir à prendre cette décision au pied du mur à un moment donné où je suis pas sûr que mentalement, émotionnellement, j'aurai la clarté d'esprit nécessaire pour prendre la bonne décision. Alors, tout à fait, ça marche pour à peu près tout, hein. Dès qu'il y a une décision importante à prendre, il faut être capable de mettre les biais cognitifs et ses sentiments de côté, que ce soit personnel, mais également tout ce que tu peux avoir sur le moment, la peur, quand tu as perdu de l'argent, t'es pas bien, donc reprendre une décision, c'est encore probablement t'enfoncer. Donc oui, je le fais un peu partout dans la vie, si ce n'est que ce fameux arbre des décisions, tu peux pas l'anticiper avant. Et malheureusement, tu découvres des branches un peu tard, et puis elles viennent te frapper le visage, et là, tu dois prendre une décision. Donc, il faut mettre un maximum de cas en amont. Il faut prendre des prédécisions. Il faut les réfléchir intelligemment. D'ailleurs, les plus gros entrepreneurs que je connaisse, c'est pas des gars qui ont dit ouais, lui, il a fini par vendre sa boîte 50 millions d'euros. Non, c'est un grand entrepreneur quand tu lui parles et qui te dit voilà, moi j'ai créé en 2002 avec l'objectif de vendre en 2010 et j'ai vendu en 2009 12% de moins que ce que je pensais vendre. Ah ouais. Toi, ton arbuste, il était bien développé et tu l'as bien vu en amont quand même. Parce que moi, j'essaye de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Lui, il était là à se dire, je vendrai dans 9 ans et demi. C'est ceux-là qui sont les meilleurs, ceux qui prennent les décisions à froid, qui agissent de façon mathématique, en mode, il se passe ça, je fais ça. Les gens réagissent comme ça, je ferai ça. Point. Pas de sentiment, pas d'énervement, pas de... Et ça, c'est un truc généraliste. Encore une fois, j'évite de donner des conseils trop précis parce que je suis pas compétent là-dessus. Par contre, après avoir appelé une dizaine de professionnels du trading, ça, c'est une notion qui s'appliquait à tous, qu'un débutant peut comprendre et qui est vrai pour un professionnel. Et j'en parlais justement à une entreprise qui travaille dans le sentiment du trader et ils se rendent compte que, mine de rien, on dit que 90% des gens qui tradent perdent de l'argent. Pourtant, quand tu prends une position en trading, soit ça monte, soit ça descend. Donc, d'un point de vue mathématique, il n'y a que 50% des gens qui devraient perdre, même sur du hasard. Tu prends une position, tu as une chance sur deux, même si tu es complètement idiot et que tu as fait ça au hasard, de gagner ou de perdre. Pourquoi 90% des gens sont perdants? Eh bien, la différence entre le hasard total et les gens qui perdent, c'est que les gens, ils prennent une décision et au lieu de s'y tenir, ils changent d'avis et ils revendent et ils re-rentrent et ils rachètent et ils revendent et ils prennent des frais. Ils comprennent pas les frais parce qu'ils sont pas des professionnels, ils comprennent pas ce qu'ils payent en frais. Du coup, ils reprennent des positions, ils perdent de l'argent, ils ont peur, du coup, ils rachètent. Ils ont fait une bêtise, ils revendent. C'est ça, c'est cette confusion dans les sentiments qui fait qu'il y a autant de gens qui perdent dans le trading. Parce que d'un point de vue purement hasardeux, on serait sur une chance sur deux. Ce qui fait qu'autant de personnes perdent, c'est parce que les gens ne se tiennent pas à leur première position, ils découvrent, et je sais pas si tu as vu cette fameuse courbe qui, quand elle monte, ils disent « Oh, j'aurais dû acheter ». Ça continue à monter, ils disent « Oh, j'aurais dû acheter, vraiment, hein ». Oh ça fait 3 fois que je le dis, j'achète maintenant. Là, ça descend en mode « Oh, j'aurais pas dû, je revends tout de suite ». Ça remonte en mode « Bon, je vais racheter ». J'aurais pas dû revendre, ça remonte. Et on voit sur la courbe, en fait, le débutant qui a un coup de retard sur la situation actuelle et qui change tellement d'avis qu'en réalité, il a rien fait, quoi. On lui a demandé c'est plus ou moins et tout ce qu'il nous a dit, c'est l'inverse, toutes les 2 minutes, pendant 10 minutes, quoi. Et c'est ça qui fait que les débutants perdent de l'argent. Et c'est vraiment la pire chose, et je m'en rends compte aussi parce que c'est ce qui m'a fait perdre le plus sur mes propres positions, et malgré que je sois au courant de cette fameuse règle de cascade d'engagement, malgré que je commence à étudier et à comprendre on va dire les prises de décision en chaîne, le fait que quand on est un mauvais mood, il faut pas reprendre de position, aujourd'hui, quand je fais une position et que je perds quelques milliers d'euros sur une prise de décision, tout de suite après, j'ai envie de me refaire, j'ai envie d'augmenter les volumes, et c'est humain, et c'est des sentiments que je connais, et pourtant, mon cerveau, il m'envoie dedans parce que c'est le gros défi du trader, ouais. Se désindexer de tout ça. Toi, du coup, tu es actif en trading à la fois sur les crypto-monnaies, à la fois sur de la bourse ou principalement crypto? Alors, je suis partout, principalement crypto-monnaie, mais j'ai un petit peu parce que pour moi, il faut diversifier ses actifs. C'est-à-dire que le plus important pour avoir une maison qui tient debout, c'est d'avoir des fondations solides.
Même si toi, tu adores faire des murs et tu sais bien les faire, il te faut un sol, quoi qu'il arrive. Donc, je fais un petit peu partout, hein. Globalement, je suis plus dans l'entrepreneuriat, donc mes fonds, je vais les investir dans des entreprises qui peuvent se développer et dans lesquelles je suis compétent pour voir si l'entreprise a du potentiel ou non, parce que ça, c'est mon domaine. Un petit peu moins en bourse, mais j'aime bien investir sur des entreprises qui ont du potentiel très long terme. Et en réalité, je ne fais pas de trading. En réalité, j'essaye plus de faire du trading en tant que bon père de famille, c'est-à-dire que je sais analyser un projet, je sais regarder son fondamental, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il va servir à quelque chose, et je sais dire, bon ben lui, je le vois bien être utile, alors je vais en acheter et je vais conserver ça 5 ans. Pour essayer de sortir de la logique du trader, j'achète cette semaine, je vais vendre la semaine prochaine, ça c'est du court terme, c'est un métier le trading, c'est pas mon job. Je le fais par des fois. C'est vrai que quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais regarder les courbes et je vais passer une petite demi-heure dessus pour voir si c'est le bon moment de rentrer ou si ça peut être un peu mieux dans 2 ou 3 jours. Mais le trading va me servir à valider ou à invalider mon moment d'acheter. Mais je ne suis pas là pour acheter, pour vendre, j'ai pas la compétence, tout simplement, et j'estime que c'est une bêtise, puisque sur mes 100 derniers trades, globalement, j'en fais plus de perdants que de gagnants. En tout cas, les 100 derniers trades que j'ai pris en tant que trader. Là où je gagne de l'argent, c'est sur les 100 dernières crypto-monnaies que j'ai achetées après analyse complète du projet en me disant voilà, ils vont annoncer ça, ils vont faire ça. Je pense qu'à l'horizon de 12 mois, cette entreprise aura pris de la valeur. Ça, c'est des positions où je gagne plus souvent que ce que je perds. Et aussi parce que j'ai des insights, j'ai des informations dans mon réseau, je sais que lui va rejoindre telle équipe, je suis en avance de phase par les informations que j'ai et donc j'achète. Et je me rends compte que la plupart des positions de trader en mode la courbe a croisé tel truc, donc normalement demain ça va descendre, la plupart du temps je perds. Alors que quand j'investis parce que j'ai confiance au projet, en l'entrepreneur et en l'équipe, eh bien là je gagne. Donc ce que je fais, c'est plutôt de l'achat et de la conservation long terme que du aujourd'hui oui, mais demain non, mais aujourd'hui oui. J'évite ces prises de décision cycliques de trader, quoi. Plus largement, je suis toujours surpris par le nombre de personnes qui sont à fond dans le trading. Je me demande toujours, mais sur combien d'argent ils jouent ces gens? Parce qu'il y a un peu un sens où la quantité d'efforts et d'énergie et de news que tu dois consommer pour faire du trading et pour surperformer de 5% par an est démesurée. Et si ton truc de base, c'est tu trades sur 50 000 euros, pourquoi est-ce que tout cet effort, il serait pas mieux investi sur, je sais pas, même simplement faire du freelance, tu vois? T'es designer freelance, à côté, tu mets la même énergie, sans stress, sans risque, et tu fais la même chose. En termes de plus-value. Ça paraît facile. Ouais. Et ça demande pas, on a l'impression que ça demande pas de compétences. On a l'impression, voilà, en fait, il est là le piège. On a l'impression que ça demande pas de compétences. On a l'impression que ça demande pas d'informations, alors que les traders qui gagnent sont des traders informés, à jour, qui dorment pas, en fait. Et qui suivent une technique méthodique qu'ils appliquent depuis des années et qui perfectionnent. C'est comme les crypto-monnaies. Les gens me disent pourquoi il y a autant d'arnaques dans les crypto-monnaies. Pourtant, il y a autant de scams, de sites qui disent ouais, doublez vos bitcoins en 2 minutes. Parce qu'il y a un biais cognitif déjà. Dans la tête des gens, le bitcoin, c'est pas de l'argent. Et donc, doublez votre argent en 2 minutes, personne ne va dans le piège. Les gens sont pas idiots. Doublez vos bitcoins en 2 minutes. Mais le bitcoin, c'est possible. J'ai entendu des gens qui sont devenus riches grâce au bitcoin. Et donc, ils tombent dans le panneau. C'est ça. C'est juste un nouvel environnement très complexe. Du coup, on peut perdre un petit peu les gens et même des gens assez intelligents, pas que des idiots. On peut faire tomber des gens malins dans notre piège parce que c'est compliqué. Et ensuite, je connais des gens intelligents, de confiance, qui ont gagné beaucoup grâce à la crypto-monnaie. Ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas gagné par hasard. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont trouvé un site qui fait x2. Ils ont gagné parce qu'ils ont travaillé dans cet environnement-là avant qu'il se développe. Et donc, on a un débutant qui arrive, qui a 2 certitudes. 1, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Je connais des gens sérieux qui l'ont fait. Et 2, oh là là, c'est facile. Regarde cette technique de trading qui me permet de gagner 12% par jour sans rien faire. Et les gens tombent dans le panneau. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'arnaques dans les cryptos. Parce que les débutants, ils arrivent, ils savent que c'est possible. Et comme j'aime bien le dire, l'argent rapide existe, mais toujours pas l'argent facile. Quelqu'un qui fait x2 dans la journée, c'est quelqu'un qui a risqué de tout perdre dans la journée, enfin de diviser par 2 sa mise dans la journée. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et c'est pour ça qu'autant de gens vont vers le trading, parce que ça paraît facile. C'est comme le tennis. Il faut 1 heure pour comprendre les règles et être capable de taper dans la balle, mais il faut une vie d'entraînement pour aller faire Roland-Garros. Eh bien, les gens, ils pensent que le trading, c'est pareil. En 1 heure, oh là là, je sais regarder 2 courbes et quand elles se croisent, j'appuie sur acheter. Ouais, mais non. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Et du coup, les gens, ils vont au plus simple, au plus accessible. Et mine de rien, c'est souvent les gens qui en ont le moins à perdre qui vont vers ce genre de méthode-là. Donc, c'est vraiment l'illusion de pas du tout comprendre la complexité du truc et le fait que on peut te raconter n'importe quelle histoire. C'est-à-dire, on peut te dire... En fait, c'est intéressant parce que plus le domaine est compliqué,
plus tu peux créer une histoire qui a l'air convaincante, parce que plus tu as de données possibles. Totalement. Genre, combien de personnes te disent qu'ils ont le portfolio parfait, qui a été backtesté sur tous les trucs parfaits, et donc ça marche à tous les coups, et du coup, tout le monde a le portfolio parfait qui a été backtesté. Et un truc où moi, je regarde ça et je me dis, je saurais pas comment expliquer pourquoi, tu vois. Je pense que c'est un niveau de statistique qui dépasse pas mal ce que je suis capable de faire. Mais moi, du coup, la conclusion souvent que j'en tire, c'est que, en gros, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de se casser la tête trop avec ça. Parce que le niveau d'énergie que tu aurais à faire pour peut-être comprendre ce qu'il faut faire et comprendre ce qui se passe et surperformer et démesurer en fait par rapport à ce que ce niveau d'énergie pourrait faire autre part. Et que les seules personnes qui auraient intérêt à vraiment se casser la tête là-dessus et vraiment comprendre comment ça se passe et vraiment ne pas dormir pour faire ça, c'est les gens qui ont un effet de levier, c'est les gens qui ont un hedge fund ou qui ont levé de l'argent, ou qui ont de l'argent de quelqu'un d'autre, qui jouent sur des millions. Et donc, du coup, leurs 5%, leurs 10%, leurs 15% ont un effet de levier énorme et que jouer sur tes fonds propres, l'effort n'en vaut pas la chandelle. Et même en mettant de côté le risque, je sais pas ce que tu en penses, parce que je sais que toi, tu n'as pas l'air de le déconseiller aux gens. Peut-être que tu as une perspective différente de la mienne et peut-être que ma perspective est trop informée par la théorie des marchés efficients et par le côté de la bourse et par l'idée que derrière, il y a des mecs à Wall Street avec des algorithmes de dingo et si tu crois que tu vas être meilleur que ces mecs-là, t'as fumé quelque chose. Et peut-être que sur les cryptos, c'est différent. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, à la fois sur la bourse, mais uniquement sur les cryptos si tu préfères? Alors, les cryptos, ça va déjà très vite. Donc moi, ce que je déconseille assez strictement, c'est les effets de levier sur les crypto-monnaies. Pour moi, venir trader les cryptos, pourquoi les gens ils s'intéressent au trading de crypto-monnaies et pas au trading traditionnel? C'est parce que le Bitcoin peut prendre 8% dans la journée. Alors que généralement, hors période de confinement particulière, tu m'as compris, on voit rarement Peugeot faire du 10% à la hausse ou 10% à la baisse tous les jours. C'est ça qui intéresse les gens dans la crypto. Moi, ce que je déconseille aux débutants, c'est ceux qui arrivent, qui comprennent rien et qui se disent « Oh, je vais mettre un effet de levier x20 pour que le Bitcoin aille encore plus vite ». Alors pour moi, c'est ceux qui rentrent dans un manège pour la première fois de leur vie, le manège va à fond et ils se disent « Oh, on va aller 10 fois plus vite ». Non, c'est du suicide, complètement. Ça, c'est le premier truc que je déconseille vraiment. Ensuite, la particularité du monde de la crypto-monnaie, c'est qu'on est confronté au trading quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui tu veux acheter du Bitcoin, simplement en acheter. Indirectement, les plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies, tu vas te retrouver à arriver au marché, tu vas pouvoir acheter, vendre, faire des ordres marché, faire des ordres limites. Et donc, ne serait-ce que pour comprendre comment en acheter facilement, tu vas te retrouver à lire un formulaire sur comment acheter du Bitcoin au marché comme un trader. Et du coup, à la fin, tu fais, mais c'est pas si dur que ça, en fait, d'acheter des bitcoins. Je vais regarder, c'est quoi, là, un ordre limite? Allez, hop, je vais regarder comment ça fonctionne. Donc, tu vois, c'est comme t'as pas envie d'être youtubeur, mais t'es obligé d'utiliser Skype avec un micro professionnel et un casque professionnel et t'es obligé de faire des enregistrements. Au bout d'un an, tu dis, mais je sais faire des vidéos de qualité, j'ai fait ça toute l'année. Allez, c'est parti, je passe de l'autre côté. Donc, c'est la première étape qui est très, très proche du trading. Et ce qui fait que très rapidement, les gens se disent, non mais attendez, moi le MACD, j'ai déjà vu ça. Je vais regarder ces deux courbes et quand elles vont se croiser, je vais devenir riche et je vais acheter une Porsche. Non, malheureusement non. Mais c'est comme ça en fait que les gens y viennent. Et donc je suis d'accord, mais on peut pas les effrayer dans le sens où ça fait vraiment partie du milieu. Tu peux pas être dans les crypto-monnaies sans t'intéresser et comprendre le trading. Je parle pas de trader, je parle de comprendre un mec qui va te parler des volumes de la journée, comprendre ce que c'est le halving day, le fait qu'il va y avoir une diminution des nouvelles crypto-monnaies sur le marché, etc., etc. Donc c'est un peu comme dire, n'allez pas faire ça, mais comprenez comment ça marche. Elle est là, la frontière très très fine qui fait qu'il y a autant de gens qui se jettent là-dedans. Et puis mine de rien, sur un simple pile ou face, on peut gagner. Comme je t'ai dit, sur un 50-50, on peut gagner. Donc celui qui arrive, qui commence, qui met 100 €, et la première journée, il gagne 200, il se frotte le menton, il fait « Mais pourquoi je vais bosser, quoi ?» Et voilà, l'illusion. Après, les plateformes ont aussi des incentives de t'inciter à trader le plus possible parce que c'est là où ils se font des coms. Et tu vois ça aussi, c'est assez drôle sur les plateformes, même sur la bourse normale. Hein. Tu veux acheter un ETF et le garder pendant 10 ans. Tu as des courbes partout et ils te font vas-y, regarde, tu peux checker ça. Tiens, tu cliques là, mais non, attention, tu n'as pas les informations de marché secrètes que je te vends en plus et les commissions, etc. Et tu envoies des news tous les putains de jours, comme quoi les news de la journée, mon gars, il faut trader. Et c'est assez logique dans le sens où tu dis, quel intérêt pour eux d'avoir un Manos qui vient et qui a oublié pendant 3 ans qu'il avait acheté des trucs et qu'il ne le trade pas. Ils se sont fait une commission de 5 balles une fois, alors que tu trades tous les jours, c'est 5 balles par jour. Clairement. Non, c'est vrai. Et du coup, tu as aussi ce métier, parce que comme dans tous les domaines humains et capitalistiques, tu vas en tirer la personne pour qu'elle génère du flux sur le domaine où tu gagnes de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est assez dur et c'est un des points moraux que j'ai.
c'est drôle parce que j'ai un papa qui est très travail, mathématiques, résultats, performance, et une maman, le plus important, c'est d'être heureux, les êtres humains, la connexion, l'échange, le plaisir, tu vois. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, je me retrouve faut être performant, mais faut être gentil. Faut être un requin, mais on mange que des plantes. Tu vois l'idée ou pas? Et c'est un petit peu dur, et c'est pour ça que des fois, j'ai pas honte de le dire, parce que en France, le rapport à l'argent est un peu particulier. Et moi, je le dis aux gens, j'ai mes entreprises, j'ai ma chaîne YouTube, je dois gagner de l'argent, je dois performer. On a une 50aine de personnes à temps plein maintenant dans les boîtes, donc on doit payer les salaires à la fin du mois. Par contre, on veut faire ça avec nos valeurs. On n'est pas là pour tuer nos clients. Et moi, ce que je veux, c'est un client qui soit content de me dire je vais te donner du pain tous les mois jusqu'à la fin de tes jours, plutôt qu'un client à qui j'ai pris un gros chèque une fois, je l'ai déçu, il ne reviendra pas. Et c'est comme ça qu'on essaye de s'inscrire. Et c'est comme ça qu'on a trouvé que c'était ça avec la blockchain, car pour la première fois, on est tombé sur une technologie où le plus rentable, même d'un point de vue purement égoïste et capitalistique, le plus rentable pour moi, je suis certain que c'est prendre soin des autres. Parce que ceux qui me rapportent le plus d'argent aujourd'hui, c'est des gens qui, au début, j'aurais pu les envoyer dans le panneau pour prendre 20% de marge en plus, mais je les ai envoyés au bon endroit, quitte à gagner un peu moins. Mais c'est des gens qui, quand ils ont compris le move que je leur avais fait, m'ont dit « Waouh, je me serais trompé sans toi, je l'aurais pris cette pancarte. » Et en plus, tu as gagné moins d'argent et je l'ai compris par la suite. Tu as gagné moins d'argent en m'orientant comme ça. Merci. Maintenant, je veux faire ça et je vais passer par toi. Même si tu es 3% plus cher, je vais passer par toi parce que je suis à l'aise, j'ai confiance. Et dès qu'on a eu cette confiance, dès qu'on a prouvé aux gens que je veux gagner de l'argent, mais je veux surtout être bien en me couchant le soir et en me disant j'ai fait ça avec mes valeurs du mieux que je peux, parce qu'on peut quand même faire des erreurs, on reste humain. Eh bien, quand on a la confiance avec les gens, ça marche mieux, ça marche fort et ça marche plus longtemps. Et quand j'ai des clients qui me disent, tu sais, je sais combien tu as gagné lors de cette position grâce à moi et je suis très content que tu aies pris ton argent. Eh bien là, on raccroche, on est content et on peut recommencer parce qu'on a fait quelque chose de durable en fait. Je pense. Voilà, c'est un peu délicat, c'est des trucs très très compliqués que j'essaye de te partager, c'est des sentiments que j'ai, mais on peut faire de l'argent en faisant ça bien, en étant responsable, sans manquer de respect à son client, auditeur, abonné, contact, réseau, proche, fournisseur. Je ne sais pas quel mot mettre derrière, mais on peut faire ça bien et le gagnant-gagnant, il existe. On n'est pas toujours obligé de se dire qu'il y a un perdant et un gagnant. C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.